On repart les amis. Patrick, juste question, donc juge au tribunal de commerce, optimisme général des petits patrons, étude des Échos la semaine dernière, optimisme inédit, très confiants sur leur croissance, leur solidité financière, l'avenir de leur entreprise, confiants dans leur capacité de production dans les 3 ans qui viennent, malgré la pénurie et les hausses de coûts. Tous les nuages sont écartés, enfin ce que tu vois toi, PGE, dette sociale, etc. Il n'y a plus de sujet, il n'y a vraiment plus de sujet. Non, les nuages ne sont pas... Pour moi, les nuages ne sont pas écartés. Et notamment le nuage de l'inflation qui est arrivé est là pour durer. Mais sur la situation des boîtes, sur la situation, sur la situation des PME en France, c'est vrai qu'on était à un point bas pendant toute la période Covid, mais ça on pouvait comprendre puisqu'il n'y avait plus d'assignation de la part de l'URSSAF, d'ailleurs qui revient quand même modérément. Donc il y avait une construction, je sais pas, plus de 30 ou 40% des assignations en liquidation judiciaire, elles viennent notamment des URSSAF ou du Trésor public. Et ça avait complètement disparu. Et aujourd'hui, on reste encore dans un point d'étiage qui est bas. Mais il y avait aussi quelque chose qui est intéressant. Et ça veut dire, ce que tu me dis là, c'est que les URSSAF courent toujours pas après non, les dettes sociales. Non, pas avant les élections. Et il y a un sujet qui est intéressant. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est aussi celui de voir que les gens ont commencé à prendre conscience qu'il y avait d'autres moyens de traiter les difficultés qu'attendre le dernier moment. Alors ça concerne moins les toutes petites entreprises qui n'ont aucune sophistication financière, mais pour celles qui sont de taille intermédiaire, il y a la sollicitation du tribunal pour des procédures qui sont des procédures confidentielles, qui sont les procédures de mandat ad hoc ou de conciliation, et celles-là, elles ont pris un essor absolument formidable et ça se maintient. Super nouvelle. Donc ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça évite d'être le pied au mur. Tu te souviens que oui, évidemment, toi tu t'en souviens, mais la présidente donc, de l'ensemble des tribunaux de commerce, Sonia Arroas, était venue là nous dire ça justement, nous dire qu'il faut profiter de cette période pour pousser la porte du tribunal et pour venir juste discuter avec nous. Voilà. Et donc tu confirmes, c'est vraiment ce qu'il faut continuer à faire. Il faut continuer à faire et les banques ont commencé, enfin les banques notamment, ont trouvé les outils pour répondre à ces problématiques. C'est intéressant, hein. Jérôme, tu as Oui, alors on assiste en ce moment à des grandes manœuvres, notamment fusion, acquisition des grands groupes qui rachètent des petits. Ah oui, là tu parles de... Oui, c'est le sujet que tu lançais. Hein. Alors allons-y sur les... Oui, tout à fait. Et là-dessus, il faut toujours encore, et là on parle encore d'autorité de la concurrence, c'est-à-dire comment on insuffle de la concurrence au sein d'un marché, tout ça c'est lié. C'est que à la fois toutes ces fusions, ces acquisitions permettent de faire de grands consortiums qui vont bénéficier de rendements d'échelle croissants. Ça, c'est bon pour le consommateur, mais à terme, il ne faut pas non plus que ça se transforme en pouvoir de marché, pouvoir économique trop concentré, ce qui, à long terme, peut être délétère pour le consommateur qui, face à un monopole, ne peut plus rien négocier. Et c'est toute la thèse de Thomas Philippon qui est qu'aux États-Unis, au tournant des années 2000, il y a eu cela. Essentiellement d'ailleurs pour des raisons de politique et de lobbying, les chiffres qui donnent, allez revoir l'interview sur le financement des campagnes électorales, mais très très impressionnant. Parce qu'on dit sans arrêt, il y a énormément d'argent dans les campagnes électorales aux États-Unis. Ouais. Quand on voit les chiffres, c'est sidérant. Donc essentiellement pour ces raisons-là, la concurrence s'est affaissée en fait. Et le consommateur américain, et même le PIB américain, en est la première victime. Et là aussi, il donne des chiffres spectaculaires. Ces grandes manœuvres, Patrick, là, c'est... Non, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est un moment, là, où, selon l'adage, easy money makes stupid decision. Les entreprises sont gorgées de cash, il y a assez peu de rendement à aller chercher, et c'est les moments où on se met à racheter des trucs très très chers, sans forcément en avoir besoin et sans forcément savoir ce qu'on va en faire. Je mettrais sous un angle un tout petit peu différent. Les entreprises, elles n'ont pas terminé, pour certaines d'entre elles, les adaptations nécessaires du fait de la digitalisation, du fait, par exemple, dans le secteur automobile, de la transformation considérable de ce qu'était une automobile au siècle dernier et de ce qu'elle sera en 2040, ça n'a juste rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. Et les investissements dont on parle sont tellement conséquents que l'effet d'échelle est, me semble-t-il, nécessaire à la réalisation des économies. Faute de quoi, si on essaye de faire par petits bouts là, par petits bouts là, on n'arrive pas à déplacer des montagnes. L'exemple pour les grands distributeurs, si on parle de la grande distribution... De Carrefour, par exemple. Oui, je ne vais pas citer Carrefour en particulier, qui fait de son mieux. C'est comme les candidats à la présidentielle. Mais non, mais l'exemple des grands distributeurs face au challenge considérable d'Amazon, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est la centième fois, est tel qu'on est obligé, pour essayer de tenir tête
ces monstres, de le faire en grand et en très grand. Moi, je le vois, et j'en parlerai pas parce que je suis tenu en tant qu'administrateur, mais je le vois sur Valeo, où on vient d'annoncer une opération très intéressante qui était de racheter à Siemens la part de la joint venture qu'ils avaient sur les moteurs électriques. Ça permet à la division moteur électrique de Valeo d'être encore plus forte, encore plus puissante pour proposer aux constructeurs des moteurs plus adaptés. Voilà, je referme la parenthèse. Mais c'est vraiment pour moi cette idée... Sauf qu'en face, tu as quand même régulièrement des problèmes d'intégration, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup raconté ces grosses fusions qui, à l'arrivée, en fait, étaient assez souvent décevantes. Tout est dans l'exécution. Tout est dans l'exécution. Tout est dans l'exécution. Ouais, moi, j'ai été, quand j'étais banquier d'affaires, j'ai été parfois artisan de fusions qui se sont merveilleusement bien passées. Qui se souvient aujourd'hui qu'Adecco, alors c'est une affaire de service, c'était Adia et Eco. Plus personne. C'est devenu un leader absolument mondial du travail temporaire. J'en ai connu j'en ai connu beaucoup. Ensuite, et ça, c'est tout début que ça se passe. Il y a cette fameuse histoire qui est connue, qui est l'histoire des 100 jours. Si dans les 100 jours, chacun de dirigeant au N-2, N-3, c'est exactement où il va être positionné, il n'y a pas de sujet, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais si on attend qu'on commence à payer des McKinsey, j'aime beaucoup McKinsey, des BCG et des Ben et je ne sais pas qui, pour savoir comment on va intégrer, à ce moment-là, c'est la foire d'empoigne et on détruit de la valeur. Juliette ? Moi, la seule petite inquiétude que j'ai dans ce contexte-là, parce que je suis complètement d'accord, il faut à tout prix qu'il y ait des ensembles qui soient capables de supporter ce qui arrive en termes d'investissement, de changement, et on parle du secteur automobile, je veux dire, avec les engagements qui ont été pris en termes d'impact climatique. Évidemment, il faut emmener tout l'écosystème et il faut réussir à construire les véhicules de demain qui seront accessibles à tous. La seule petite inquiétude que j'ai, c'est le climat social actuel, avec des gens qui sortent de là fatigués. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'être capable de soutenir les dirigeants, les responsables d'équipe, les hauts managers, pour qu'ils soient capables d'enlever tout le monde et de redescendre la pression, je pense que ça va être le plus gros challenge des entreprises dans l'année qui vient. C'est une puissante affaire de management. Vas-y, Patrick. Non, parce que en fait, vous faites le lien avec un sujet qu'on évoquait sur le partage du gâteau. Moi, j'ai toujours été fasciné, alors dans les 20 années où j'ai fait du capital investissement, aussi bien chez Lazard et fonds partenaires qu'ensuite chez Eurazeo, j'ai toujours été fasciné qu'à partir du moment où on arrive réellement à mettre en place des outils qui ne sont pas juste des petites primes qu'on file comme personnel merci. Enfin, moi, ça m'a toujours donné l'impression que c'est comme au casino, on dit personnel merci ou c'est un pourboire. Mais quand on transforme vraiment les collaborateurs par des systèmes d'action gratuite, par des systèmes d'intéressement, mais vraiment construits, où ils se mettent, ils deviennent actionnaires, co-actionnaires et co-responsables de leur entreprise. À ce moment-là, en dépit de la fatigue qui est réelle, que je ne cherche pas du tout à atténuer, les gens sont intelligents, à quelque niveau que ça soit, c'est ça. Et ils intègrent l'intérêt pour l'entreprise, et ils intègrent l'importance de décisions qui, d'une certaine manière, peuvent leur être à court terme légèrement défavorables parce qu'elle est favorable au plus grand nombre. Et moi, j'ai été fasciné de le voir sur le terrain. Jérôme, tu voulais ajouter un truc ? Oui, alors juste un petit pas en arrière sur toutes ces acquisitions, ces fusions. Ouais. Attention aux logiques impérialistes qui permettent à finalement des dirigeants d'entreprise de les faire grossir pour s'octroyer un plus gros salaire. On l'a vu. Et de racheter des boîtes pour les tuer. Ouais, aussi. Tout simplement. Donc, faut faire quand même attention logique à ça. impérialiste Attila. Ouais, tout à tu fait. parlais du conseil, du recours au conseil de toutes ces boîtes, des cabinets de conseil que tu as nommés, et que tu dis quand c'est ça dans les 100 premiers jours, c'est mauvais signe. C'est aussi parce que souvent, ces entreprises y recourent pour faire passer la pilule. Elles savent déjà ce qu'elles veulent, faire la réforme qu'elles veulent adopter, et puis elles passent par des cabinets de conseil pour légitimer cette réforme-là en disant, vous voyez, c'est pas nous qui c'est des gens... C'est Bain. Voilà, exactement. On n'y peut C'est le rien. coup de tampon. Ouais. C'est Bain. Et puis, finalement, toi, ce que tu soulignes là à l'instant, pour revenir maintenant raccrocher les wagons, c'est le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises. Et pour moi, c'est là un enjeu, en fait. C'est un enjeu. Alors, il faut... En termes d'opérabilité, ou je ne sais plus quel terme tu emploies, il y a eu ça, il faut faire attention comment c'est mis en œuvre. Parce que quand c'est un intéressement par, je ne sais pas, du salaire supplémentaire, des primes, des bonus, du dividende salarié, appelons ça comme on veut, Non, mais alors justement, là, c'est un sujet. Ah non. Ah non. Donc, quand c'est un intéressement au niveau sur la performance individuelle ou celle de l'équipe,
ce qu'on voit humainement, c'est que ça se passe souvent très mal. C'est-à-dire qu'au sein de grands groupes, notamment des grands groupes français, on recueille des témoignages tous les jours de cadres qui se plaignent, qui se disent mais en fait, entre collègues, on est obligé de se mettre des bâtons dans les roues parce que chacun court après sa prime. Alors soit auprès de son collègue proche, soit c'est une équipe qui essaie de poignarder l'autre équipe. Et sur le terrain, ça donne une ambiance humaine qui est délétère, contre-productive pour l'entreprise. Donc c'est pas facile à mettre en œuvre tous ces systèmes d'intéressement, de primes. Quand c'est au niveau général de l'entreprise, pourquoi pas? Mais bon, apparemment, tu es contre le... Non, c'est la notion. C'est la notion de Elle va nous le dire après, justement. D'accord. Bon, voilà. Non, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut réfléchir sur ces questions-là et essayer de trouver... alors, je ne sais pas quelle marge de liberté peuvent avoir aussi les entreprises. On peut imposer, on peut faire un prolongement de la prime Macron. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais parce que... qui ouvre à ce grand débat du partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Il y a plein de sujets. Juliette, oui, donc, ce mot de dividende salarié, qui est un peu notre sujet de la semaine, ça me perturbe un peu. Ça me perturbe un peu. Soit c'est du dividende, soit on est salarié. Alors, du coup, tu peux être actionnaire salarié et tu as du dividende. Mais je veux dire, on a des outils extraordinaires. Mais c'est pas... La notion de dividende salarié en ce moment, il faut juste remettre les choses au centre. Le dividende, ça rémunère un risque. Bon. Ça rémunère un risque, donc on est actionnaire, on prend un risque et on est rémunéré pour ce risque qu'on prend. Et il faut quand même se souvenir, la notion de partage de la valeur, c'est très compliqué d'appréhender ce sujet parce qu'on essaye justement de lui mettre un énorme chapeau. On va tous englober avec 2-3 réponses qui seront adaptées à toutes les entreprises, qu'elles soient secteur service ou d'autres secteurs, toutes les tailles, etc. Et on oublie qu'il faut effectivement garder, parce que la notion de partage de la valeur, elle répond à la problématique qu'on donnait tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'on crée au sein de l'entreprise ce collectif qui veut avancer ensemble. Et j'irai plus loin, c'est partage de la valeur et partage des valeurs. Donc, et ça, je pense que c'est très important de garder ce système-là. Donc plutôt que de vouloir créer plein de chapeaux ou plein de petits sous-tiroirs en disant c'est la recette magique, on a la chance en France, c'est génial, actionnariat salarié, intéressement, participation, on a un temps d'avance. C'est une invention française en gouvernance, moi j'adore. Ouais. Donc on a le recul, utilisons le recul qu'on a. Ça a été utilisé dans plein d'entreprises et ça leur a vraiment sauvé la vie, l'actionnariat salarié. C'est contre les OPA, contre etc. Donc je veux dire, on a ces outils-là. Prenons le temps de recul pour regarder les outils et nous dire, OK, on a de bons outils qui ont fait leurs preuves, qui sont français. Comment est-ce qu'on fait pour les améliorer au regard de l'expérience, pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de s'en saisir, si elles souhaitent s'en saisir, et de choisir l'outil qui est adapté Je suis assez d'accord. À leur demande. D'autant que c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais vu un fonds d'investissement anglo-saxon ou qui que ce soit s'opposer aux termes favorables ou plus favorables qui sont donnés aux salariés pour rentrer dans le... C'est même le contraire, Patrick, de ton expérience. Et ils ont raison. Sans arrêt, ils mettent ces systèmes en place. Et ils ont raison, parce que c'est ça qui motive tout le monde. On a vérifié que souquer dans le même sens, mais bien sûr. C'est beaucoup plus efficace qu'un clic-tidram qui sont totalement inadaptés. Bon, après, c'est vrai que c'est sans doute plus compliqué dans les PME, mais c'est vrai que ça amène ce moment où le chef d'entreprise est obligé de s'expliquer sur... effectivement, le partage de la valeur. Comme tu le dis, tu as des secteurs où tu as besoin de CAPEX, où tu as besoin d'investir, où tu as besoin de beaucoup investir, d'autres où tu en as moins besoin, où tu peux peut-être davantage distribuer. Voilà, c'est chaque entreprise. Le point très intéressant, c'est que ça se dialogue avec les syndicats aussi. Oui. Et certains sont rétifs, on voit des nuances entre la CFDT d'un côté, je prendrai FO à l'extrême de l'autre, mais ça se dialogue sur le terrain. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous demander la mesure, parce que en plus, si vous y avez réfléchi, puisque je disais les patrons reçoivent les différents candidats, enfin, tu y as réfléchi, Juliette, quelle proposition t'aimerais entendre d'un candidat idéal? Oui. Tu dirais, waouh, voilà, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Tu as réfléchi au truc ou pas? Alors, moi, je vais répondre sur le process, honnêtement. J'aimerais juste qu'on simplifie un petit peu le cadre légal d'exercice des entreprises. Et le jour où j'ai un candidat qui s'engage là-dessus, qui dit « je veux simplifier vraiment le cadre », et donc on arrête de nous sortir des textes tous les 4 matins, on est dans un contexte, je veux dire, on a un nombre de challenges à venir dans les 3 ans qui sont énormes, quoi. Simplifions les choses. Et honnêtement, reconnaissons... J'ai lu l'autre jour une ministre qui est sortie en disant « c'est merveilleux, on est en train de reconnaître le droit à l'échec en France,
au niveau des entreprises en disant, en fait, c'est très bien qu'un entrepreneur échoue, parce qu'il y a de bonnes chances que la fois d'après, il y arrive. Ouais. C'est culture américaine, c'est parfait. Moi, j'aimerais dire, mais j'adorerais voir ça aussi, en termes de mentalité politique, qui est de dire, plutôt que de pondre des nouvelles législations qui font 150 pages, essayons parfois, surtout dans un contexte qui va être compliqué, d'avoir des textes plus simples, plus réduits, quitte à faire de l'expérimentation, quitte à dire, ça marche pas, on généralise, on généralise pas. Donc, pas de dividendes salariés. Voilà. Comment s'appelle ce jeune philosophe là qui cherche à se présenter et qui justement Je vois pas. Ah oui, comme bien thème, la sûr. simplification. Oui, qui fait Mon les... Dieu, qui fait son nom les... m'échappe. Bon, Ah, ça reviendra. oui. N'importe. Qui est parti à cheval Qui est parti en à Europe. cheval, exactement. Jérôme. Oui. Non, mais tu as réfléchi à... Non, oui, pour nous faire gagner du temps, je vais dire le partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Ce qu'on vient de mentionner. Mais Le donc, il faudrait que ce soit une- MoDem fait des propositions en ce sens. Et donc il faudrait que ce soit une décision politique. Tu veux pas laisser ça entre les mains des entreprises? Mais pour l'instant, est-ce qu'elles peuvent vraiment faire ce qu'elles veulent? J'ai pas l'impression. Oui, tu as tous les dispositifs. Non, mais il faut les encourager. Baisse le Faut les- forfait social, oui. quoi, si tu veux. Faut, Mais enfin, voilà, voilà. faut encourager, il faut faut les simplifier, il faut que ce soit plus D'accord. lisible. Bon, tu veux une C'est ça, réforme ce qui est plus de compliqué. fond alors, mais Non, on en j'en est loin. sais. Non, mais je vais t'en donner une, mais on en est loin. Ce serait, alors ça nous enverrait sur des débats, hein, mais pour moi c'est un truc d'avenir. Ce serait de permettre aux électeurs de voter sur une partie de l'impôt, de savoir où il va exactement leur impôt à eux. Ce qui permettrait finalement aux électeurs, alors ceux qui sont typiquement antimilitaristes diraient je veux que cette partie de mon impôt sur laquelle on me demande de m'exprimer ne va pas au ministère de la Défense, mais va plutôt dans les hôpitaux, dans Ouais, ceci, je cela. comprends. Et chacun se reste finalement sensibilisé. Et de nouveau, en fait, parce que tout le monde se plaint de payer l'impôt en France, hein, alors qu'il y a quand même tous ces C'est services vachement publics. intéressant. Et donc voilà, on Et donc pourrait quoi, faire ça. c'était 10-15% faire de ça. l'impôt, on aurait la Voilà, liberté de on aurait la l'affecter. liberté de dire voilà à la où il va, dépense. et ça permettrait aussi au ministère de se comporter de manière plus responsable, parce que Ah, j'adore. la manière dont le ministère conduirait sa politique et la mettrait en œuvre, finalement il passerait sous les fourches codines de l'évaluation citoyenne. Tu sais que tu ouvres quand même le vieux débat sur qu'est-ce qu'on fait de l'impôt, à quoi ça sert, Ah, est-ce mais que ça tombe j'adore, dans le pot moi. commun, est-ce que c'est affecté à... Un est-ce impôt que- qui est quand même On est bien d'accord. une avancée fondamentale de 1789. Donc, Qui commence, et tu sais, tu as vu dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui commence à s'inquiéter, notamment autour de toute la fiscalité écologique, d'une baisse en France du consentement à l'impôt qui est historiquement très très forte. Ce qui nous vaut d'ailleurs ces taux d'intérêt très avantageux. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Tu regardes l'impôt sur la fortune, c'est pour ça qu'ils ont tous demandé à gauche, l'échiquier, de remettre l'impôt sur la fortune, mais avec un côté écologique. Oui, Oui. Et oui, donc, il y mais a c'est tout le- différent là. Différent, là. C'est presque, à la limite, c'est presque la loi TEPA. C'est-à-dire tu payes ton impôt sur la fortune ou alors tu vas l'investir Ouais. Oui, mais moi, dans je des te boîtes parle en même pour le, croissance, je etc. te parle Non, même j'ai pour bien le compris. particulier. Le Voilà. particulier. Patrick, tu as pu réfléchir non, toi mais moi j'y réfléchis de la même façon, mais c'est pas simple parce qu'en réalité, ça rejoint ce que je viens de dire sur les grandes manœuvres. La France est devenue un petit pays. Quand je vois qu'il y en a qui pensent régler le problème du numérique avec un livret A numérique, ça me fait ça. Ah, me t'as fait- pas ça- aimé ça. Ça me fait sourire. Tu as vu mon tweet. Bon. je C'est suis comme pas ça, d'accord c'est avec comme ça. ça qu'on va taper sur Amazon et Alibaba. En réalité, on a une vraie difficulté qui est qu'il faut faire, en tout cas sur certains sujets, on peut débattre d'autres, il faut faire cette Europe. Et donc celui qui s'engage non seulement à simplifier la réglementation qui s'applique aux entreprises, mais à faire en sorte, peut-être pas avec l'Europe des 27, mais avec une Europe des 5-6, la subsidiarité ça existe, de construire sur un certain nombre de sujets une vraie réglementation commune et qui soit pas subsidiaire par rapport à la réglementation européenne, qui soit la réglementation commune qui concerne l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et quelques-uns, et le Benelux, et ben celui qui ferait ça donnerait un coup d'oxygène pour nos entreprises et notre économie qui serait formidable. Là, t'es pas au mieux. Là, Je suis avec pas ta- au mieux. Avec ta proposition, t'es pas au Mais mieux. c'est pas grave. Hein. Oui, mais c'est une très C'est bonne pas l'ambiance. proposition. Je suis quand même donc, malade avec moi-même. Ouais, il n'a pas aimé. C'est Éric Zemmour. Alors j'étais surpris. Tu sais, donc Éric Zemmour a été visiter Ledger. Ouais. Donc, déjà, c'est pas mal quand même. Tu vois, Ledger, boîte investie dans les cryptos, etc., l'une de nos licornes, machin. Et il a sorti un certain nombre de propositions sur le digital, sur le numérique. J'ai pas eu le temps d'aller les regarder, je dois dire, mais c'est vrai qu'il est remonté sur les réseaux sociaux une proposition de créer. Alors, il dit ce qui ressemblerait à un livret A. Et ce qui vous permettrait d'investir dans les start-up et des entreprises en croissance. Enfin, Patrick, c'est exactement ce qu'a fait BPI France avec son premier fonds, là, mais il y a avec deux- les 500 il y a- lignes. Ils en créent d'ailleurs un deuxième. Je Mais vois pas ce que il y a ça deux honteux choses. de Il y a faire deux ça. choses qui sont complètement différentes. Il y a le financement d'innovation
Et c'est pas parce que tu permets à tout un chacun de mettre un peu d'argent dans l'innovation que tu bouleverses le financement de l'innovation et que tu vas... Non mais d'accord, mais tu vas ramener 150 millions avec ça, c'est bien. Tu as la question, mais ça c'est effectivement, et on peut s'étonner que les banques ne l'aient pas plus largement favorisé. Ça rejoint d'ailleurs un autre sujet qui, à mon avis, c'est pas pour aujourd'hui, qui est le sujet de la retraite par capitalisation, retraite par répartition. Non, c'est pour demain, ça. Ça revient demain. La réalité, c'est qu'on n'a pas permis, et ce qui crée toutes ces difficultés consentement à l'impôt, il y a des très riches qui sont devenus très riches parce qu'ils jouent sur les cryptos, etc. Et ils gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, et donc ça fait rêver tout un chacun, voire même des gens qui minent les crypto-monnaies en Afrique. À Kinshasa, il y a des gamins qui, avec des ordinateurs, minent les crypto-monnaies et qui se font beaucoup plus d'argent qu'en feront leurs parents pendant toute la durée de leur vie. Et tu as ces laissés pour compte. Et donc, faire en sorte que, d'une certaine manière, cet accès à la manne technologique bénéficie au plus grand nombre. Oui. Mais est-ce que c'est le livret écoute, c'est le livret de BPI France. Moi, j'ai trouvé que c'était une initiative formidable. Le minage. Formidable. Le minage. Non, quand je vois l'impact sur le Kazakhstan, je suis désolée. Il y a juste un moment, l'énergie, on en discute. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, ça a fait sauter le réseau électrique du Kazakhstan, c'est ça. Oui, puis il y a des petits sujets de géopolitique derrière, quand même. On m'a expliqué que ça allait consommer beaucoup moins d'énergie. Bon, partons pas sur le minage. Ça aussi, ce sera pour demain. Non, mais il y a déjà. Tu fais les sujets de demain. La proportion de Français qui détiendraient des cryptos, alors c'est des petits montants, est supérieure à la proportion de Français qui sont actionnaires. 8%. 8% de Français. Mais le truc. Non, mais attends, je vais vous donner les chiffres parce que je préparais l'émission de demain, donc je les ai tous en tête. D'accord. Donc 8% ont soit des cryptos, soit des NFT. Ouais. 30% de Français pensent en acquérir. Ouais. C'est le chiffre le plus sidérant. 14% des Français savent ce que c'est qu'un NFT. 14%. Mais c'est complètement dingue. Je ne sais pas si 14% des Français savent ce que c'est qu'un compte d'exploitation. Ils n'iront pas forcément voter. Tout à fait. Et ils n'iront pas forcément voter. Et effectivement, la détention d'actions en direct, c'est 6%. Et puis, beaucoup de gens savent, parmi ton pourcentage, tout ça m'affole, moi, personnellement. Comment est-ce qu'on se fait rémunérer ? Et pourquoi est-ce qu'on décide de se délocaliser de France pour aller dans d'autres pays pour des histoires de fiscalité sur la crypto ? Mais on pourra en reparler. Alors justement, c'était une des propositions de Zemmour, c'était de lever toute la... Alors celle-là est non, c'est pas que des histoires de lever la fiscalité sur les plus-values crypto. Il y a des startups qui se montent sur des cryptos qui peuvent même pas avoir de compte bancaire en France. Oui. C'est pas que des histoires de fiscalité, c'est véritablement... On est bien d'accord, c'est très compliqué. Mais en même temps, si tu prends aussi l'investissement dans les cryptos, etc., je veux dire, moi, ça m'amuse quand tu regardes qu'on a réussi à créer un terreau absolument génial pour développer l'innovation, en effet, en arrosant le terreau. Tu as quand même aussi beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là qui, après, passent du côté investisseurs chinois, investisseurs US, etc. Parce que là, c'est le petit... Oui, c'est l'upside. C'est le petit... il reste Idinvest. Il reste Idinvest. Et puis, il reste Idinvest. Euraseo, Idinvest. Alors, tu connais très très bien Doctolib, Patrick. J'en parlais hier. C'est-à-dire, Doctolib fait la même chose aux États-Unis. Il serait aujourd'hui l'un des leaders mondiaux des services à la santé. Oui. Doctolib en France, c'est une bataille pas possible pour aller s'installer en Allemagne, reprendre toute la réglementation, aller revoir l'ensemble. Mais ça rejoint exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je te disais. C'est exactement ce que je te dis. Il reste 4 minutes, c'est compliqué. Non, je voulais profiter de... Mais Juliette, tu reviendras avant les Assemblées Générales. De toute façon, c'est au mois de mai, les Assemblées Générales. Voilà, donc on reparlera du Say on Climate, parce que c'est vrai que j'apprends qu'il y a quand même donc Vinci, Atos, Total, Amundi, Safran, Veolia, Engie pour l'instant, prévoient donc des résolutions climatiques devant leurs actionnaires à l'occasion des Assemblées Générales. La mesure du bonheur, Jérôme, comme la dernière fois, on va se dire qu'on aura le temps de la refaire la prochaine fois. On peut parler des maths, tu parlais de la... on va parler des maths. Non, puis j'ai le polytechnicien là. Non, mais les maths. Je vous le dis très très vite, mais très peu de temps. Moi, je suis très mitigé sur cette mesure de Blanquer qui va donc remettre les maths dans le tronc commun. Parce que son idée, en fait, de laisser les bons en maths entre eux, aller chercher une réelle excellence, me semblait pas idiote du tout. Et à quoi ça va servir de remettre un certain nombre de gars ou de filles qui fondamentalement s'emmerdent en cours de maths pour ralentir tout le monde. Voilà un peu comment je vois le truc. D'abord, les maths, c'est pas toujours emmerdant, je sais pas. Non, mais bien sûr, mais quand tu arrives à la première et à la terminale, ITLICEST, tu vois. Moi, je me suis éclaté avec les maths. Mais je sais. Mais pour moi, les maths, c'est la logique. Et on a perdu... Dans notre pays, quand tu vois les absurdités que les candidats nous servent, on a perdu le raisonnement logique.
Et les maths, pour moi, elles conduisent au droit de la même façon. Et on a perdu Je te parle, non, moi, allons pas dans des généralités. Première terminale, Oui. Blanquer dit, de toute façon, c'est joué en première et en terminale. Je parle au prof, là, Jérôme. Ouais. C'est joué. Ah oui. En première, Non, mais c'était il y a pas bon en une maths, analyse. c'est Ah, pas c'était bon en maths. Oui, j'en ai Très d'accord. bien, mais il se trouve quand même. Alors, les Français, généralement, ils sont plutôt doués en maths par rapport aux autres pays. Non, mais du fait était, qu'on se il sert des était. mathématiques On était, pour oui. sélectionner. Première terminale. J'entends bien, mais il faut voir à quel point les programmes de première et de terminale se sont allégés en maths ces dernières années. C'est Et catastrophique. bien donc justement, tu retrouvais là la possibilité de remettre de l'excellence. Oui, mais Avec- l'excellence, elle vient d'où? Il y a aussi C'est pas un par effet- l'exception. Bon, la France, elle peut se targuer d'être la deuxième nation la plus qui a eu le plus gros palmarès en médaille Fields. On va dire c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Ça tient à quoi ça? Est-ce que non, bah c'est simplement que c'est tellement de Français font des maths à l'école et on leur demande d'avoir un programme de mathématiques pointu À que l'école. ça donne ça. Mais que C'est cela là donne que ça. se joue, Et à au lycée l'école, aussi. pas au lycée. Si je fais un parallèle grossier, la raison pour laquelle c'est le Brésil qui a raflé le plus de Coupes du Monde de foot, c'est parce qu'au Brésil, ça ne deviendrait même pas à l'idée de demander à un gamin de 10 ans s'il joue au foot. Eh C'est ben, une on est question bien qui ne se d'accord. pose C'est pas. à 10 ans que ça se joue, pas à 16. Non, mais Voire alors, avant. si, parce qu'au lycée, alors écoute, on avait quand même des centaines de milliers de jeunes qui, chaque année, au travers du bac, dans des inscriptions de prépa, maths sup, maths spé, essayaient se challenger, se concurrencer en maths. Et ça, je pense qu'il faut le garder. Il y a aussi autre chose. Tu parles de la logique, mais c'est aussi le goût de l'abstraction qui est important, qui est en maths avec les sciences dures, qui est en philosophie avec les Vous sciences faites humaines. des généralités. La question n'est pas de Ah, mais savoir c'est- si on est pour ou contre les maths, évidemment. C'est pas ça. Le Est-ce qu'on est problème, Le point de ça. Stéphane, c'est que là, contre- c'est trop tard en terminale. Il a Mon pas- point, il c'est n'a pas que- complètement tort. Voilà, c'est qu'avec avec ces C'est mieux que rien. spécialités, Ouais. C'est mieux que rien. tu retrouvais justement un chemin d'excellence. Mais bon, Juliette, il reste 30 secondes. Moi, je pense que tu as sans doute première terminale, ça j'entends le point. Et puis je vais te dire, en France, ça nous ferait du bien de temps en temps, plutôt que se dire, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait 99% de la population qui ait le bac, se poser la question de comment est-ce qu'on revalorise d'autres cercles de formation. Je pense que c'est essentiel. Je veux dire, quand on se rend compte, perte de la compétitivité française, problème de réindustrialisation, il y a eu l'analyse de Rex Scott qui est sortie hier. Le problème, il est là. Donc, il faut mettre le paquet sur les enjeux de formation. Et effectivement, si on tire un peu moins, entre guillemets, à vouloir faire en sorte que tout le monde fasse la même chose jusqu'en terminale, ça aidera peut-être aussi à repenser les d'accord. parcours de formation. En revanche, avant, j'insiste, les maths, c'est l'esprit logique. Et effectivement, Ok. là, il faut repenser le parcours Bon. parce qu'il est insuffisant aujourd'hui. On est au bout, vous avez le programme de demain. Effectivement, la compétitivité, le rapport de Rex et Code, on en parlera très largement. Les cryptos, puis je ne sais plus quel troisième thème là tu parlais. Ah ben les retraites. C'est vrai que c'est intéressant les retraites. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune ambition sur les retraites. C'est juste, allez, on travaille plus et puis basta, quoi. Voilà. Oui, bah c'est dommage. À demain, les amis.